Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vincent Manilève, bienvenue sur NoTube, un podcast de Binge Audio. On va se retrouver tous les 15 jours pour parler de YouTube et essayer de comprendre ce monde qui s'ouvre encore de pas mal de clichés. Pour ce premier numéro, on va essayer de partir sur de bonnes bases et je vais vous présenter tout de suite les invités qui m'ont fait le plaisir de m'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, notre chroniqueuse, Perrine Signoret, journaliste à l'Express, experte en Thibaut InShape. Ça va ? Oui, c'est ça, tout à fait. Et de l'autre côté de la table, je vous présente l'invité, un créateur de YouTube, Guilhem. Bonjour. Salut. Est-ce que, pour commencer, tu peux présenter un peu ce que tu fais sur YouTube ? Ouais, alors moi je m'appelle Guilhem, je me suis fait connaître avec une chaîne qui s'appelait Masculin Singulier, qui était une parodie de youtubeuse beauté que j'ai fermée, que j'ai arrêté depuis. Et maintenant j'ai deux autres chaînes, une qui s'appelle Le Club, où on parle de culture internet avec mon pote Pierre, et on fait une émission qui s'appelle YouTube, où on interviewe des gens sur leurs vidéos, on va dire références sur YouTube. Et j'ai aussi une émission de cuisine, une chaîne de cuisine qui s'appelle Hangover Cuisine. Voilà, on va pouvoir maintenant attaquer le dur de l'émission. Je vous propose de parler un petit peu d'actualité. Et pour commencer, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé depuis la rentrée, on va écouter ce monsieur. What a fucking nigger. Jeez, oh my god, what the fuck. Sorry, but what the fuck. What a fucking asshole. I don't mean that in a bad way, Jesus. Why would he do that? Legit, why would he do that? Pourquoi il ferait ça ? Alors, Perrine, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le monsieur qu'on entend dans cet extrait et nous expliquer ce qui s'est passé dans cette vidéo ? Ouais. Donc ce monsieur, il s'appelle Félix, si vous ne le connaissez pas, c'est PewDiePie, un Suédois qui est aussi le plus gros YouTuber du monde, qu'il a 57 millions d'abonnés sur YouTube et il fait des vidéos principalement gaming, voilà. Et donc dans cette vidéo, là, on est sur un streaming en fait où il essaye un jeu vidéo en direct, où il prononce ce qu'on appelle le N-word, donc nigger. En français, c'est nègre, qui est un mot donc, à ne pas utiliser, sauf dans un contexte littéraire à la limite. Et voilà, donc ça a fait un petit peu polémique parce que c'est pas la première fois que PewDiePie est pris la main dans le sac, on va dire, pour des propos racistes. Ça avait été par le passé aussi des propos antisémites, etc. Oui, il avait, via un site, il avait payé des Indiens pour qu'ils affichent une pancarte de l'autre côté du monde où il y avait marqué « Mort à tous les Juifs », si je me rappelle bien. Ouais. Et puis, il avait fait pas mal de blagues sur l'État islamique, etc. Guilhem, est-ce que ce genre de polémique qui fait beaucoup de bruit, aux États-Unis principalement, est-ce que quand il y a une polémique comme ça, un bad buzz, on va dire, sur YouTube, est-ce qu'on peut s'en sortir facilement ? Et je ne parle pas uniquement de PewDiePie, mais régulièrement en France, il y a aussi des polémiques. Voilà. Récemment, il y a eu une blackface de la part d'une YouTubeuse. Comment on s'en sort de ce genre de situation ? J'ai l'impression qu'on sort toujours en fait de ces situations. Les youtubeurs s'en sortent assez souvent. Tous les exemples moi de ceux que j'ai en tête, de toutes les erreurs de plagiat, de trucs problématiques, donc soit racistes, sexistes, homophobes. J'ai pas d'exemple de youtubeurs qui ont coulé suite à ces propos. Même la blackface ou même Matt Podcast par exemple, qui a été un des premiers énormes bad buzz qui avait quand même plagié et copié une bonne partie des vidéos, ce qui pourrait être une sanction définitive dans beaucoup d'autres trucs. Là sur YouTube, j'ai l'impression que ça passe parce que les communautés sont tellement dévouées auprès du youtubeur qu'à partir du moment où tu as une base d'abonnés suffisamment importante qui t'idolâtrent, ça, tu t'en sortiras parce qu'ils seront là pour te défendre et ils seront toujours là pour t'excuser et pour te trouver des raisons de t'excuser. Alors, tu parlais de fans, de communautés très soudées. Il y a une autre youtubeuse qui a fait parler d'elle récemment, mais pour justement les gens qui la détestent, elle a fait une vidéo assez longue qui dure 36 minutes. Je parle d'Enjoy Phoenix et je vais tout de suite vous passer un petit extrait, c'est le tout début de la vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'évite de faire depuis 2 ans maintenant. Et il y a un moment dans la vie où il faut se confronter aux choses qu'on n'aime pas et je pense que c'est le bon jour aujourd'hui pour faire ça. Alors donc voilà, c'est donc Marie Lopez, donc Enjoy Phoenix, la youtubeuse beauté la plus influente de France. Elle a 22 ans, elle a sa marque de rouge à lèvres, elle a sorti déjà 2 livres, dont une biographie, autobiographie même, voilà, déjà à son âge, et je recommande ce livre en fait. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le but de cette vidéo, c'est de parler du harcèlement qu'elle a subi pendant plusieurs années, qui lui a fait perdre beaucoup de poids, qui s'est transformé en dépression pour elle. Perrine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment la vidéo a été
accueilli? Qu'est-ce que les gens en ont pensé? Parce que c'est pas la première fois au final qu'Enjoy Phoenix témoigne, mais cette vidéo, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup marqué les esprits dans le milieu. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, la vidéo est assez violente, entre guillemets, dans ses propos, dans ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte. Ça fait quand même beaucoup de peine. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a eu deux sortes de réactions. Il y a eu les réactions, bien sûr, de soutien évidentes, voilà. Et il y a eu aussi toutes les réactions, en fait, qui sont venues chercher deux petites phrases, en fait, qu'elle a prononcées, qui sont extrêmement maladroites et qu'elle n'aurait effectivement pas dû dire, mais bon, c'est dans l'émotion, etc. À savoir qu'elle a en fait dit les feed girls, donc qui sont des filles qui sont c'est stars d'Instagram, des qui ont un corps parfait, des réseaux sociaux, qui ont un très beau corps, etc. N'avaient pas un corps réel. Or, c'est d'un corps réel, c'est mis en scène, mais c'est d'un corps réel, et ça a été assez critiqué. Il y a notamment certaines de ces feed girls qui ont fait des vidéos après pour lui reprocher d'avoir montré une mauvaise vision du sport, des choses comme ça. Voilà, donc le sujet de fond, c'était vraiment l'obsession du corps parfait sur Internet. Guilhem, tu suis Enjoy Phoenix depuis de nombreuses années, notamment pour alimenter, je pense, ta première chaîne. Quel regard, toi, tu portes sur ce témoignage et sur le personnage d'Enjoy Phoenix? Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui divise énormément. Elle a une communauté très soudée, et à l'inverse, il y a beaucoup de haters, de gens qui la détestent. C'est compliqué, Enjoy Phoenix, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'elle elle a été très vite la numéro 1 d'un truc où pour moi ça a été un peu la première youtubeuse, hors évidemment ceux qui font de l'humour, mais la première youtubeuse, on va dire lifestyle, à se confier, à faire des trucs, et elle a explosé, donc elle a été très exposée. Moi aussi, par exemple, si je m'inspirais entre autres d'elle et d'autres, c'est parce que forcément, si tu veux faire de la parodie, c'est plus simple de parler de la personne qui est la plus haute, parce que ça parle à tout le monde plutôt que de parler de gens de niche. Mais c'est vrai qu'après, Internet est vraiment a eu tendance, et particulièrement YouTube, à devenir de plus en plus dur, au fait, au fil du temps. Et je pense que c'est vrai que cette vidéo, ça m'a un peu touché, en fait. Je me suis dit, c'est quand même, elle s'est quand même confiée, elle a quand même pris le parti de le faire, alors que globalement, dans le monde de la beauté sur YouTube, il faut quand même plutôt montrer que des jolies choses. Je pense que la référence aux Instagrammeuses, bien qu'elle soit maladroite, je suis pas sûr qu'elle voulait dire ça, mais je pense qu'elle voulait plutôt dire que ça me met quand même une pression. Tu vois, tous ces gens, même par exemple sur le truc des régimes, tu vois, moi je m'intéresse beaucoup à la bouffe, tu vois, et tu vois les gens qui postent en permanence, qui sont en train de manger plutôt que des trucs sains, que des trucs machin et tout, qui finalement presque eux en fait ont un trouble, tu vois, qui est presque une obsession qui est pas saine, mettent beaucoup de pression aux autres en fait. Et je pense que c'était ça, moi le sujet que je trouve intéressant, c'est le côté en fait à un moment qui a raison et qu'est-ce qui est la vraie réalité. Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire par réalité, c'est pas dire que les filles n'existaient pas, mais c'est qu'en fait elles sont dans une réalité qui leur est propre et elles l'imposent parfois aux autres, alors que les autres peuvent pas le tenir, non seulement parce que tout le monde n'a pas les finances pour, le temps pour, ni la possibilité même, je sais pas, par rapport à où t'habites, tout ce que tu fais. Même la morphologie. Oui, voilà, la morphologie pour, ni la passion même, pour. Quoi. Même les fit girls, finalement, des fois font des vidéos où elles racontent comment ce qu'elles montrent, en fait, n'est pas totalement la vérité. Par exemple, le fait qu'elles fassent leurs photos... les photos salle de sport, en fait, elles les font le matin à jeun avant d'aller manger en sortant de la salle de sport. Donc forcément, tes muscles sont beaucoup plus mis en avant, etc. Et je pense que c'est aussi ça qu'elle voulait dire par faux corps. Oui, puis c'est un débat qui revient régulièrement avec des témoignages des fois de fit girls qui justement prennent le parti de raconter l'envers du décor, l'envers des photos Instagram, etc. Mais même au niveau sans forcément généraliser sans parler justement précisément des fit girls, même en général, je trouve que sur Internet et les réseaux sociaux, et c'est notre travail à nous en tant que créateur, qui a une espèce de vice comme ça, c'est-à-dire que il y a souvent ce besoin, parce qu'on nous dit on est quand même tous community managers de ce qu'on fait et donc de nos vies aussi, et ce besoin de surligner vraiment surligner les succès et de masquer un peu les échecs, ce qui du coup donne un aspect un peu justement inhumain en fait aux gens, c'est-à-dire que tu vas plutôt dire cette vidéo a fait 100 000, 150 000 vues, regardez, bam bam, et mettre la lumière là-dessus en oubliant qu'il y a d'autres trucs qui ont bidé, et du coup je pense que ça met une espèce de pression générale en fait à plein de gens, même que ce soit les créateurs comme les abonnés comme tout, et ça c'est vrai que c'est un peu un vice je trouve de l'époque. Et je pense que c'est un débat de toute façon qui va continuer à attiser encore des réactions pendant de nombreux mois. Simplement, avant de passer à la partie principale de cette émission, je voulais faire deux petites brèves. Si vous voulez réagir, vous réagissez. Sinon, je prendrai ça comme un je m'en fous. Et je pense de manière générale que ça passera très bien aussi. Simplement, YouTube a mis en place un nouveau design il n'y a pas longtemps. Son logo a changé. Le YouTube n'est plus sur fond rouge, il est sur fond blanc à côté du logo. Mais si j'en parle, c'est aussi parce que maintenant, on a la possibilité de mettre un fond foncé en fait sur YouTube, ce qui est plutôt pratique. Ça fait moins mal aux yeux. Donc voilà, je voulais simplement faire ce petit message de
santé publique et vous encourager. Parce que voilà, on a beau vous parler. Ça marche vraiment ? Je sais pas, j'ai l'impression que ma vie a changé depuis quelques jours et je me sens plus reposé le Parce qu'il n'y soir. a pas un truc aussi d'économie d'énergie, non ? Il y a un truc d'économie d'énergie et puis voilà, je saigne moins des yeux quand je regarde certaines vidéos, donc c'est plutôt pratique. On n'aura plus à baisser la luminosité sur nos téléphones. Exactement. Ça, c'est chouette. L'autre bret dont je voulais parler rapidement, c'est Nintendo qui a récemment interdit les let's play, c'est-à-dire que c'est un format de vidéo où des gamers jouent à un jeu vidéo dans la longueur et montrent ça sur leur chaîne. Donc ça veut dire que, en gros, par exemple, pour Zelda, ça serait un youtubeur qui jouerait au jeu et qui montrerait un petit peu tous les arcs narratifs, les différentes possibilités qu'il y a avec ce jeu. Et forcément, ça n'a pas plu à Nintendo parce qu'il a peur que la société a peur que ça affecte un petit peu les ventes et que ça décourage un peu les acheteurs. Donc la seule solution maintenant pour les youtubeurs qui voudraient vraiment parler de jeux vidéo Nintendo, c'est de rejoindre le programme Nintendo Creators qui existe depuis maintenant 2015 et qui permet de montrer les jeux vidéo de Nintendo. Donc l'entreprise comme ça contrôle mieux les contenus qui sont mis en ligne parce qu'elle interdit en plus de jouer à ces jeux en live et en échange le créateur il a une petite partie du revenu publicitaire que ça génère. Alors pour le thème principal de cette émission que j'ai co-créé avec David Honora, on a décidé d'essayer de partir sur de bonnes bases, de remettre un peu les choses à plat et de prendre du recul sur ce monde, sur YouTube, qui a souffert pendant longtemps de nombreux clichés. Donc pour commencer, je voulais simplement vous faire écouter un petit extrait, ce qui représente bien dans l'imaginaire collectif, je pense, ce qu'est YouTube. Cohu, Chris Trident, garde du corps, il y avait les rockstars, il y a aujourd'hui les youtubeurs. Dans ce salon, 150 vedettes de la toile pour 30 000 adolescents déchaînés, parmi lesquels Chiara et Danae, déçus de ne pas pouvoir tous les rencontrer. Pas pouvoir prendre des photos, c'est horrible, mais on a pas et c'est déjà bien. Voilà, alors je vous rassure tout de suite, Chiara et Danae, que M6 a rencontré en 2015 au Video City Paris, donc le plus gros salon de youtubeurs, vont bien. Elles ont finalement eu un selfie avec Sullivan, donc le reportage se termine plutôt bien. J'ai beaucoup aimé ce passage parce que, en plus de me faire rire un petit peu, je vais pas mentir, il condense un petit peu toute l'idée qu'on a du public des youtubeurs, donc c'est des enfants, des cris, des pleurs, des selfies. Alors, on va être honnête, il y a un peu de vrai là-dedans aussi. Les stars de YouTube les plus connus, ils s'adressent avant tout à des enfants. Guilhem ? Oui, le public de YouTube est quand même assez jeune. Après, ce qui est dommage avec ce genre de reportage, c'est vrai que moi, je me rappelle la première édition de Video City, on est tous un peu hallucinés sur le côté rockstar. Il y avait des hordes d'enfants qui se déplaçaient, de youtubeurs en youtubeurs, dès qu'il y en a un qui allait aux toilettes. Des gardes du corps, j'ai été bousculé par des enfants, je tiens à le dire. Mais même nous, en tant que youtubeurs et créateurs, alors qu'on connaissait un peu le milieu et qu'on connaissait le principe des meet-up, on avait déjà vu on parlait d'Angel Phoenix tout à l'heure, mais Angel Phoenix par exemple, quand elle a commencé à faire les meet-up, je précise simplement, c'est des rencontres entre un créateur et son public, souvent dans la rue, dans des parcs. Oui, en fait, à la base, ça a été les premiers youtubeurs qui ont dit je serai au parc Monceau samedi à 14h, venez. Et il y avait genre 40 personnes qui venaient, ils discutaient, ils faisaient des photos. Et il y avait eu un moment avec Enjoy Phoenix où justement elle avait fait la tournée des meet-up en province et elle avait fait, c'était peut-être en 2014 ou un truc comme ça. Et en fait, elle s'était fait dépasser par l'événement parce qu'en fait, il y avait à chaque fois 1000, 2000, je crois qu'à Marseille, il y avait eu 2500 personnes, la police avait dû faire arrêter le truc. Et là, déjà, on avait été surpris. Mais c'est vrai qu'à Video City, il y avait un truc où il y avait ce côté rockstar, Sullivan, un panda moqueur, certains des jeunes comme ça, même tous, tout le monde avait été vraiment un peu choqué. Après, je trouve que le truc d'M6 d'insister sur ce truc en disant regardez, c'est cocasse, elles pleurent, plutôt que d'essayer d'expliquer pourquoi elles pleurent et pourquoi elles sont comme ça et qu'est-ce qui a fait qu'elles sont comme ça, ça participe pas à expliquer aux vieux, entre guillemets, dont je fais partie, de qu'est-ce que c'est vraiment YouTube, quoi. Oui, puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce public jeune, donc on parle d'un public qui est très attaché à YouTube et aux créateurs, parce que justement il y a une espèce de proximité qui se noue, parce qu'on voit le créateur dans sa chambre, etc. Donc on a l'impression d'avoir son pote en face de soi. C'est aussi parce que de manière générale, les jeunes, ils s'intéressent de plus en plus à YouTube et de moins en moins à la télévision, Perrine. Enfin, je suppose qu'il y a des tendances qui se mettent en place de manière générale par rapport à ces jeunes-là. Oui, tout à fait. Il y a des études qui l'ont montré. Il y avait, en mai 2017, Médiamétrie, par exemple, qui avait expliqué que les 13-34 ans, les millennials pour les intimes, passaient 2h44
très précisément devant la télévision et contre, par exemple, 3h40 pour le téléspectateur moyen. Il y a des tas d'autres études qui ont montré qu'ils regardaient beaucoup plus YouTube que Netflix et la télévision, en tout cas qu'ils le citaient davantage. Oui, du côté des Américains, et effectivement. Ouais, ce qui se passe aux États-Unis, souvent a c'était une tendance étude un peu américaine en l'occurrence, mais à en croire Google, ce serait une tendance mondiale. Google après prêche un peu pour sa paroisse, mais le temps passé sur le site augmente sans cesse. Après, c'est pas que des jeunes, c'est 40% des visiteurs sur YouTube, on va dire, sont des parents. Oui, c'était des chiffres qui avaient été donnés. C'est Google. Ça. Voilà. Ça, c'est un peu biaisé parce qu'il y a aussi les enfants qui vont sur YouTube contre, avec les téléphones des parents. C'est ça aussi, c'est que le compte, peut-être que c'est via le compte des parents qu'ils utilisent pour montrer des vidéos à leurs enfants. Donc, c'est pas forcément... Mais même en se détachant rapidement quand même un petit peu de l'ambiance Video City Paris, l'ambiance rockstar, etc. On en parlera juste après, mais avec Perrine, on était il n'y a pas longtemps à un festival de créateurs à Avignon, le Frames Festival. Mais peut-être que toi, Guilhem, tu peux nous dire un petit peu ce que tu penses de ces audiences, parce que je suppose que toi, tu as un public un petit peu plus qui a entre 20 et 30 ans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? De quoi, comment je... Non, mais de ton public, etc. Et puis de comment tu perçois l'audience YouTube, parce que j'ai l'impression qu'au final, c'est quelque chose de pas très concret, où des fois, on a des pseudos, etc., mais on se rend pas forcément compte de qui il y a derrière. Oui, c'est vrai que les salons, qui sont un truc un peu particulier à comprendre pour tous les gens d'autres médias, sont un truc assez intéressant quand on est youtubeur, parce que c'est le moment où tu rencontres un peu tes abonnés. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir eu des chaînes qui ramenaient des abonnés qui étaient un peu plus âgés, ou même quand ils étaient jeunes, il y avait un truc un peu... Enfin, j'ai toujours eu des belles rencontres, en fait. J'ai jamais vraiment eu de moments d'hystérie ou de moments un peu gênants. Mais c'est vrai que même pour d'autres créateurs, tu vois, ceux qui font de la vulgarisation et compagnie, je sais qu'il y avait un salon qui s'appelait Neocast à un moment, je pense que Frames est un peu dans cette idée-là. C'est agréable parce qu'on peut vraiment discuter avec les abonnés pour de vrai et comprendre un peu qu'est-ce qu'ils aiment bien, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils trouvent dans notre chaîne. Alors que si on n'a pas ça, c'est vraiment que des pseudos, des likes, des pouces, des trucs qui sont pas du tout concrets, pardon. Et surtout qu'en plus, j'avais demandé un peu, j'avais fait un espèce de sondage sur YouTube pour demander sur les commentaires, en fait, ça m'intéressait. Et les gens qui commentent, c'est que 3% en fait, des gens qui regardent, donc c'est vraiment rien. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir ce moment de rencontre, c'est utile et ça donne un peu de réel en fait à tout ça, quoi. Et tu avais toi-même réalisé sur la chaîne du club avec Pierre des vidéos où vous invitiez des gens de votre public et effectivement... il y a des profils très très différents. Enfin, bon, ça reste là, c'était pour le coup, je pense surtout des Parisiens, mais au final, c'est vrai que on se rend pas compte de loin. Mais pour revenir rapidement en termes de chiffres, etc. Et tu dis qu'il y avait des données Google qui pouvaient être un peu biaisées. Sur YouTube, pardon, il y a le créateur peut avoir accès à des outils, des chiffres. Il y a beaucoup de données auxquelles il peut avoir accès directement depuis sa page, depuis sa chaîne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça aussi sur comment il peut en savoir un peu plus sur ses abonnés? En fait, il y a un truc qui s'appelle les analytics, qui est un truc que Google avait déjà mis en place à l'époque sur les sites qu'on pouvait mettre quand on avait un site, par exemple, mais qu'ils ont juste développé maintenant sur YouTube. Et c'est extrêmement précis, c'est-à-dire qu'on connaît l'âge des abonnés moyens sur toutes les tranches d'âge, on sait d'où ils viennent par pays, on sait quelle plateforme, enfin, s'ils ont regardé sur mobile, sur ordinateur, et on peut même savoir ce qu'ils appellent le watch time, qui est un truc assez précieux pour les YouTubeurs, qui en fait, ça nous permet de savoir quand est-ce que les gens ont arrêté de regarder la vidéo. Donc ça nous permet de savoir est-ce que les gens ont arrêté à la moitié, par exemple, parce qu'on a vraiment une chute. Si on voit qu'il y a 10-15% de gens qui sont barrés à la moitié, on se dit qu'il y a peut-être un truc qui n'a pas bien marché. C'est des outils qui sont hyper précieux et que, je sais de ce que j'ai entendu, des gens qui travaillent à la télé nous envient un peu, quoi, parce qu'ils disent que c'est quand même un truc qu'ils aimeraient bien avoir plus régulièrement et plus facilement, parce que nous c'est même pas selon combien d'abonnés on a ou combien d'argent on a à mettre dans la plateforme, c'est dès que tu crées ta chaîne YouTube, tu as ce genre de statistiques. Et j'ai l'impression que c'est pas la seule chose que la télé envie aux créateurs de vidéos sur YouTube, mais on en parlera juste après. Perrine, simplement un mot pour parler du Frames Festival, sur le ressenti que tu as eu par rapport au public, parce que moi j'étais vraiment marqué. Je me rappelle d'un petit garçon de peut-être 9 ans qui faisait la queue pour voir son créateur préféré, mais sinon pour moi c'était que des gens, des garçons et des filles de 20-30 ans. Comment tu l'as ressenti? Ça m'a assez marqué aussi parce que j'avais fait du coup Video City quelques mois avant et le public de Frames était totalement différent. C'était des personnes plus âgées, entendons-nous bien que c'est encore pas trop âgé, mais il y avait beaucoup de personnes de la trentaine, etc. Et c'est pour le coup, on est très très loin de l'hystérie justement que décrivent certains médias. Enfin, on était dans des questions très très précises. J'ai fait des conférences sur
notamment sur le cinéma ou sur... alors je ne saurais même plus dire le titre exact de la conférence, mais sur la science-fiction dans les animés japonais dans les années je ne sais plus combien. Et les questions sont super précises. On sent vraiment que c'est des abonnés, pour le coup, qui ont suivi depuis le début. Des vrais passionnés. Ouais, c'est ça, c'est des vrais passionnés. Et il n'y avait aucune hystérie. Enfin, quelques photos à la fin, quelques autographes, mais... Oui, je me souviens des séances de dédicaces. Il y avait un espace dans le Palais des Papes consacré aux dédicaces. Et il n'y avait pas beaucoup de gens qui se bousculaient. C'est que, finalement, il y avait beaucoup moins de gens aux séances dédicaces, où normalement, Video City, en tout cas, c'est là où ça draine pas mal de monde, que aux conférences thématiques sur la chaîne pour aller plus loin, etc. Enfin, je pense que c'est un peu c'est vraiment genre, ça va être un truc vraiment tiré par les cheveux, mais c'est un peu la différence entre l'Energy Music Awards et les Molières en fait. C'est qu'en fait tu touches à peu près au même à de l'art vivant, on va dire, mais en fait c'est pas les mêmes gens non plus. C'est-à-dire que les youtubeurs qui sont invités aux Frames, c'est quand même des gens qui font de la vulgarisation et qui attirent un public qui est un peu plus âgé, on va dire, et plus curieux, sans dénigrer les adolescents qui regardent, qui vont à Video City. Alors justement, donc, pour rester un petit peu sur le Frames, il y a aussi donc le cliché. On a parlé un petit peu du cliché du public très jeune et qui crie et qui pleure. Il y a aussi le cliché du créateur qui est un ado un peu attardé dans sa chambre, qui fait le guignol devant la caméra. Là aussi, je pense qu'on est très loin de la réalité, non ? Bah oui, complètement. De toute façon, même l'ado qui fait des trucs entre guillemets qui pourraient paraître débiles devant sa caméra, il a quand même la capacité de se filmer, de monter, de mettre en ligne. Ce qui, je pense, beaucoup de journalistes qui se moquent des youtubeurs ou des gens qui regardent des spectateurs qui se moquent des youtubeurs ne savaient pas faire à 14 ans ou 15 ans. Quoi. Je confirme. Donc tu vois, c'est déjà un truc où il y a quand même une capacité. Après, bon, évidemment, il y a des trucs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et moi, il y a plein de trucs qui m'horripilent sur YouTube, mais il y a quand même déjà cette capacité-là. Après, c'est des gens qui vont écrire ou pas leurs vidéos, qui vont réfléchir à des trucs. Enfin, c'est une activité, en tout cas, qui titille plein de tiroirs différents en fait, qui va faire que tu peux être aussi community manager, un peu de marketing, un peu de trucs comme ça, et c'est un peu ça les youtubeurs. Donc c'est pour ça que c'est dur de les définir. Enfin c'est tous les youtubeurs. Après ça va être plein de genres différents qui vont être tous différents. Perrine, tu dirais qu'il y a quand même une énorme montée en gamme. Ce que je veux dire, que les tout premiers youtubeurs, ils n'avaient pas forcément d'exemple à suivre, ils avaient peut-être leur webcam, etc. Mais depuis 7 ans à peine, enfin on va dire depuis l'émergence des premiers gros youtubeurs, il y a une vraie augmentation de la qualité. Enfin moi des fois je me dis, j'ai l'impression de regarder une émission de télé presque en fait. Bah complètement. Il y a, enfin même dans les premiers youtubeurs, par exemple humour, etc. Maintenant il y en a qui font des courts métrages qui sont, enfin c'est du niveau, c'est vraiment énorme ce qu'ils font quoi. C'est des super productions. Et même dans les vidéos entre guillemets qu'on filme naturellement dans sa chambre, on voit que ça a changé. Par exemple, Enjoy Phoenix au début, c'était sa chambre en bordel derrière, la qualité c'était pas terrible. Et maintenant il y a des beaux fonds qui sont bien travaillés. Combien de youtubeurs ont une pièce YouTube pour filmer leurs vidéos chez eux ? Ou alors ils vont aller dans une autre ville pour filmer leurs vidéos soi-disant dans leur chambre. Et même moi j'ai remarqué que dans les nouveaux vidéastes aussi, je trouve qu'il y a vraiment... Il commence direct avec un niveau super élevé, je trouve. Oui, je voulais te parler parce que tu avais fait un papier sur lui et qui était très intéressant et j'avais pu lui parler après. Micode, donc qui est un jeune homme qui a 19 ans, je crois, et qui s'est lancé avec une chaîne de vulgarisation sur la sécurité informatique. Et bien très vite, il a mis derrière lui un fond vert où il a ajouté une image de chambre en fait. Et je trouvais ça vraiment dingue de se dire qu'au final c'est plus vraiment la chambre, c'est la chambre telle que lui veut. Il pouvait manipuler, changer les posters, etc. Et ça m'avait vraiment marqué de voir que dès le départ il avait haussé son niveau de jeu en fait, et qu'il proposait un contenu qui lui a permis d'exploser, parce que tu t'en parleras mieux que moi, mais en quelques mois il a gagné des centaines de milliers d'abonnés. Ouais, il a très très bien marché au début. À tel point quand même que d'autres youtubeurs ont fait des vidéos pour savoir s'il avait triché sur son nombre d'abonnés, ce qui apparemment n'était pas le cas. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Enfin, je lui en avais parlé justement, j'avais posé la question. Il disait, ça faisait un petit moment que je voulais aller sur YouTube. Je l'ai fait un peu genre comme ça venait, mais j'avais préparé le terrain. C'est-à-dire qu'il avait appris à monter tout seul. Encore une fois, il reste autodidacte. Il n'a pas de boîte de com, de boîte de prod plutôt derrière. Mais il avait bien préparé la chose en disant je veux pas faire une vidéo toute simple qui va pas marcher. Je vais préparer quelque chose de très structuré, très bien au niveau de, je sais pas comment expliquer, mais du décor, de sa présentation même, parce que il s'exprime très bien, c'est hyper hiérarchisé, structuré,
Enfin, c'est une vidéo qu'avant on aurait eu au bout de quelques mois, voire quelques années de. Voilà, exactement. Mais il y a aussi un truc il y a une espèce d'autarcie aussi des youtubeurs, c'est-à-dire que tu trouveras des vidéos sur YouTube qui t'expliqueront comment faire un fond vert, tu trouveras des vidéos sur YouTube qui t'expliqueront quelle caméra choisir. En fait, tu vois, c'est-à-dire qu'à la fois ils ont compris qu'en fait ils pouvaient tous s'auto-référencer les uns aux autres pour savoir à qui demander quoi, et c'est pour ça aussi que le niveau général augmente. Puisqu'en plus de toute façon c'est le premier truc qu'ils t'apprennent au YouTube Space, et ça c'est vrai. Oui, le YouTube Space, c'est un endroit où à partir d'un certain nombre d'abonnés, c'est dans les locaux de Google France, où on peut se rendre pour bénéficier de cours et plus tard aussi, de tourner des vidéos. Et ça ils disent voilà, le premier truc à faire c'est au moins avoir un bon son puis une bonne image, et à partir de là déjà on pourra développer des trucs, et tous les gens qui même en sont corrects, on réussit après les vidéos deviennent de meilleure qualité, les gens s'y intéressent plus, parce qu'en fait comme le niveau des plus hauts augmente, c'est vraiment de plus en plus dur pour les plus petits de s'en sortir s'ils n'ont pas ce minimum au moins de qualité. Oui, ça met une pression. Pour la dernière partie de ce sujet principal, on va parler un petit peu du sujet que tout le monde attend, voilà, le vrai sujet sur les youtubeurs, le sujet qu'on attend. Je voulais vous faire écouter un petit truc. Alors la question que tout le monde se pose, c'est ça rapporte combien tout ça? Ça rapporte assez d'argent pour pouvoir en vivre. C'est 1 000 € pour 1 million de vues. Alors ce chiffre est faux, c'est vraiment aléatoire. Donc moi-même je sais pas, ça paraît bizarre, mais je sais pas. Vous gagnez combien? 8 000 par mois, non? Ah ouais, faut vraiment que je dise un chiffre, je sais pas. Ah bon? J'en sais rien, mais j'ai... Il n'y a pas de honte à gagner de l'argent, vous savez. En dehors de la France, c'est pas un problème. Non, je vis super bien, surtout pour ce que je fais. Ouais, ça va. J'ai beaucoup de chance. Ouais. Alors je voulais vous faire aussi écouter un autre extrait rapidement, parce que c'est une de mes interviews préférées, dans le sens où j'adore détester cette interview. On va écouter Natou, la plus grosse youtubeuse en France, chez Laurent Ruquier. Il y a aussi la question de l'argent, parce que tous ces gamins de 19 ans... pose à tous les youtubeurs. Bah oui, est-ce que vous gagnez plus que quand vous étiez flic? Combien? Est-ce que vous gagnez plus que quand vous étiez flic? Je gagne plus que lorsque j'étais flic, mais moins qu'un footballeur. Ou moins qu'un footballeur. Enfin, nous tous ici réunis. Vous êtes payé au nombre de clics? C'est corrélé. Donc ça se trouve, il y a des ordinateurs ou des robots. Non, mais je plaisante pas. Ça se trouve, il y a des robots qui cliquent des millions de fois pour pouvoir faire en sorte que vous ayez des pubs. Les robots, c'est vite détecté par YouTube et ça dégage. Entre un doigt, comment vous faites pour distinguer un doigt et une machine? Imaginons qu'il y a un truc doigt, qui... par exemple. Non mais un truc... Non mais c'est vrai, c'est facile à faire. Non mais l'argent. Un truc qui clique des milliers et des milliers de fois. Avant le doigt, l'argent. L'argent, répondez Natou, l'argent. J'ai cru vraiment qu'à ce moment-là, elle allait placer un petit rend l'argent, voilà, avant l'heure. Ouais, avant l'heure. Donc, voilà, Perrine, peut-être qu'on peut poser les bases. Les créateurs stars gagnent beaucoup d'argent, gagnent très bien leur vie, ils en vivent très bien. Il y en a certains. Oui, les très gros, mais les vedettes. En fait, déjà, je trouve ça pénible de poser cette question constamment. Je comprends l'intérêt de la question, est-ce que vous en vivez ou pas? Est-ce que c'est votre activité principale ou pas? Mais aller plus loin, aller dans le détail, je trouve ça gênant. Enfin, on demande pas à un acteur combien il gagne. Moi, j'ai un truc un peu genre, moi je trouve j'ai un avis un peu à contre-courant du reste des gens de YouTube. Parce qu'en fait, les acteurs, on sait combien ils gagnent en fait. C'est-à-dire qu'on le sait depuis longtemps et on sait très bien combien gagne Cacheton du Jardin. Parce qu'en fait, ça sort. Je me rappelle que Maraval avait fait un truc, un distributeur qui avait fait un truc pour expliquer combien gagnait Danny Boone. Ça n'avait pas fait un scandale. Enfin, ça avait fait un scandale parce qu'il gagnait beaucoup. Mais je trouve que YouTubeur, c'est un métier hyper neuf. Donc c'est normal que les gens se demandent, parce que toutes les autres professions, on sait. C'est-à-dire que le boulanger, on sait combien il gagne, le boucher, on sait combien il gagne, et le youtubeur, on peut se demander. Surtout que y en a qui en profitent vachement du fait qu'il y ait le secret de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils font plein de partenariats, et les abonnés disent non, mais il doit bien gagner sa vie. Et en fait, il en fait plein, mais juste parce qu'il est un peu cupide et qu'il va vouloir vraiment gagner beaucoup d'argent. D'autant que les abonnés ont tendance à sous-évaluer l'argent que gagnent les youtubeurs. C'est-à-dire qu'ils imaginent que les grosses stars gagnent 10 fois moins d'argent qu'ils gagnent, mais par contre que les moyens youtubeurs ou que les petits gagnent beaucoup plus qu'ils gagnent en fait. Et justement, moi, je trouve que cette question de l'argent, sans rentrer dans des détails hyper précis de un tel gagne tant, juste savoir en fait. C'est-à-dire que si tu te dis tel youtubeur gagne 30 000 € par mois en faisant ses vidéos, peut-être que tu serais un peu moins tolérant qu'il fasse des partenariats et des placements de produits systématiquement dans toutes les vidéos, quoi. C'est juste ça qui pour moi est intéressant. Alors justement, tu as donné beaucoup d'éléments très intéressants. Perrine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes façons qu'a un youtubeur pour gagner de l'argent? Moi j'en ai 3 en tête, mais je voulais que tu nous en parles un petit peu. Globalement, donc, comme on en parlait, il y a les placements de produits, toutes ces choses qui représentent pour certains, je pense, une majeure partie des revenus. Après, il n'y a pas de données, donc ça reste... On parle pour les grosses youtubeuses, on m'a parlé de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un placement de produit, une vidéo entièrement sponsorisée par une marque. Voilà. C'est l'idée qu'on... Ça peut monter en centaines aussi. Voilà, exactement.
Il y a du coup les annonceurs qui postent leurs vidéos sur YouTube. Je sais pas exactement combien ça représente, encore une fois, je sais pas si tu peux... Non, le chiffre que donne Ardisson est pas complètement faux, hein. Ouais, c'est 1 euro les 1000 vues, donc 1000 euros le million de vues. Après, ça dépend du type de vidéo que tu fais. Et là, en plus, en ce moment, YouTube sont un peu plus regardants, donc ouais, en gros, si t'as fait 1 million de vues dans le mois, toutes vidéos confondues, qui sont sur ta chaîne, tu gagnes à peu près 1000 euros. Voilà, il faut expliquer rapidement. Donc, simplement, quand on parle de 1000 euros pour 1 million de vues, c'est-à-dire qu'avant les vidéos, on peut activer la monétisation d'une vidéo, c'est-à-dire autoriser YouTube à placer des publicités avant la vidéo, des fois pendant les petits encarts qu'il y a en bas de la vidéo pendant le visionnage. Et en gros, une partie des revenus est reversée au vidéaste, c'est-à-dire voilà, donc il a régulièrement des bilans sur chacune de ses vidéos sur les revenus estimés à chaque fois. Il y a eu beaucoup de polémiques parce que ce chiffre varie énormément sans que l'on comprenne pourquoi. Mais voilà, ça c'est la base quand on démarre sur YouTube, c'est-à-dire les premiers revenus qu'on peut espérer, c'est en activant la publicité, puis viennent les partenariats. Et il y a une autre façon de gagner de l'argent, c'est en se reposant sur les abonnés. Peut-être, Guilhem, tu peux nous en dire. C'est via le crowdfunding, donc via des plateformes comme Tipeee ou Ulule ou Patreon, plutôt même Tipeee et Patreon, qui permettent en fait de dire aux abonnés donnez ce que vous voulez par mois ou une fois de temps en temps, et qui peuvent vraiment faire vivre des créateurs. Il y en a qui gagnent 10 000 euros sur Patreon, même plus, je pense. Parfois qui permet de s'affranchir de la pub, c'est dire voilà, moi j'aurai pas de pub sur ma chaîne, je ferai pas de placement de produit, donc tout mon argent viendra de vous. Parfois les gens font les deux, voilà, c'est une des façons de gagner de l'argent sur YouTube. Et de manière générale, peut-être pour contrebalancer ce qu'on disait sur les grosses vedettes, c'est très très difficile d'en vivre. Concrètement, je pense qu'on peut dire que 95% des créateurs ont du mal à vivre concrètement de leur activité sur YouTube. Guilhem, encore, est-ce que tu peux peut-être parler de toi, de ta situation Moi, j'en vis pas du tout. Je pense que ça participe même pas à 1/5 de l'argent que je gagne chaque mois à YouTube, parce que là, mes chaînes ont 25 et 30 000 abonnés, donc c'est vraiment très peu. Moi, j'ai même je donnerai pas son nom, mais j'ai un pote youtubeur qui a à peu près 200 000 abonnés, peut-être un peu plus, et il gagne que 700 euros par mois via YouTube uniquement. Et je pense que s'il rajoute son crowdfunding, ça doit monter à 1200, 1300 euros. Alors, c'est un salaire c'est un salaire minimum correct pour plein de gens, mais c'est vrai que quand tu te dis, ouais, ok, il a 230 000, 250 000 abonnés, il doit vraiment être à l'aise, et en fait, tu te rends compte que pas du tout, en fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les très gros youtubeurs qui étaient là au tout début ont réussi à s'installer et à récupérer beaucoup de placements de produits, beaucoup de partenariats, et parfois, tant mieux pour eux, parce qu'il y a quand même des mecs qui ont vraiment défriché complètement le truc, donc c'est logique qu'ils récupèrent. Tu vois, des Cyprien, des Norman, ils ont été là ils ont fait des vidéos pendant des années alors qu'il y avait 0 euros, donc là, c'est aussi le truc des mecs qui étaient là au début et qui ont ramassé j'arrive à pas me perdre dans cette digression, qui ont réussi à amasser de l'influence et du talent et des choses, mais par contre ça descend très vite. C'est-à-dire, je pense qu'en dessous des top 20, top 30 créateurs, c'est beaucoup plus dur pour les autres, quoi. Perrine, je voulais te reposer une dernière question, parce que tu parlais du traitement médiatique, etc. Et je trouve ça très intéressant, parce que ça participe à la construction dans l'imaginaire collectif de la vision qu'on a des youtubeurs. Voilà, les interviews que j'ai diffusées, etc., c'est des extraits qui ont peut-être 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Est-ce que tu as vu une évolution positive dans le traitement médiatique des créateurs? Est-ce qu'on est un peu sur la bonne voie, sur la considération qu'on leur donne? J'avais l'impression, mais il y a certaines interviews qui me laissent penser le contraire. Donc, notamment, tu as diffusé tout à l'heure un extrait c'était On n'est pas couché, donc avec Natou. Elle avait été en parler après dans Salut les Terriens. Et elle avait justement, ils en avaient beaucoup parlé avec Ardisson en disant oui, c'était vraiment catastrophique, ah oui, c'était très gênant, etc. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a 3 mois maintenant, Ardisson du coup a fait une autre émission avec Natou et Mister V, et c'était pour parler du Manoir, pour parler premier film de youtubeur, entre guillemets. Et pas premier. Enfin, essentiellement avec des youtubeurs. C'est vrai. Mais et donc voilà, et je trouve que le degré de gênance c'est à peu près le même. C'est-à-dire, concrètement, c'est-à-dire que les questions qu'on leur posait, c'était quoi ? Concrètement, déjà, pendant 10 minutes, en fait, on leur parle, pardon du terme, mais de cul ou de leur relation amoureuse. Et au lieu de leur travail, en fait, tout simplement. Et c'est... Enfin, je sais pas si c'est une impression. Et dans les commentaires, en fait, c'est assez marrant à dérouler quand on regarde l'émission sur YouTube. Tout le monde a ressenti cette espèce de gêne qu'il y avait. Je sais même pas comment expliquer, mais on sent presque que le sujet n'a pas été travaillé, et que, pas forcément dans cette émission-là, mais souvent à la télévision, que voilà, il n'y a pas. Je crois qu'il y a un truc
vraiment un clash de génération pour le coup entre un truc qui est vieillissant et qui est vraiment en train de s'effondrer enfin s'effondrer c'est pas aussi visible que ça mais qui a vraiment pas beaucoup d'avenir et un truc qui est vraiment en train d'exploser et qu'ils comprennent pas et plutôt que d'essayer d'embrasser le truc et de dire bon on va essayer de comprendre. C'est vrai que tu avais raison tout à l'heure sur le fait qu'ils posent pas du tout la question de la bonne manière, c'est-à-dire que la Ardisson ou Ruquier c'est vraiment une agression quoi. Ouais, puis c'est la première question qu'ils posent et avant de parler du travail en fait, enfin c'est la manière dont c'est fait en fait. Et surtout en fait moi dans l'absolu je trouve que le sujet est intéressant, après c'est vrai que la question posée de manière hyper agressive, enfin hyper intéressante, mais surtout d'autant que si on se rappelle comment avaient réagi des journalistes télé quand Dupont-Aignan leur avait demandé combien ils gagnent, ils étaient outrés qu'on leur pose la question et eux ils reproduisent la même chose avec un youtubeur et tu te dis, et surtout qu'en plus les réticences sont un peu pour les mêmes, c'est-à-dire que si les gens qui étaient chroniqueurs au Grand Journal à l'époque déclaraient leur salaire qui était quand même plutôt conséquent, tu vois, les gens auraient été un peu choqués aussi, donc là c'est vraiment une espèce de reproduction d'un truc où il y a, je pense que c'est surtout un clash et qu'ils s'en moquent. On a bien vu de toute façon, enfin ils font ça avec YouTube, ils font ça avec Twitter. On a vu Yann Moix sur Ruquier qui considère que les gens de Twitter c'est juste une bande de nazis qui habitent. Non, Ruquier. Non, Yann Moix dit que c'est des nazis, c'est que des nazis sur Twitter. Et Ardisson a dit il y a pas longtemps après les plaintes du CSA, il dit ouais de toute façon Twitter c'est que des chômeurs qui habitent à Strasbourg et qui ont que ça à foutre de se plaindre au CSA. Tu vois, donc on voit ils ont quand même une notion d'internet qui est assez problématique pour eux quoi. Enfin ils se rendent compte que c'est là que vient généralement les problèmes quoi. Après ouais, j'ai l'impression que aussi cette émission elle montre paradoxalement que ils font de plus en plus attention à ce sujet-là. Même si c'est traité encore de manière un petit peu bancale on va dire. Au moins ils les ont invités quoi, ce qui est déjà une belle étape par rapport à ce qui se faisait avant. Je pense que c'est la même chose que dans les familles où tu sais réunion de famille, il y a toujours avoir l'oncle qui doit se foutre de la gueule des youtubeurs en disant ah mais toi tu fais des vidéos sur internet mais combien tu gagnes, et la réunion de famille d'après on lui a dit de faire attention, donc il essaie de faire attention mais comme il est nul il y arrive pas et ça devient malaisant. Ça se voit que ça part d'une bonne intention honnêtement mais... Et on essaiera d'être l'oncle sympa dans ce cas-là avec nos tubes et on espère que il y aura beaucoup de créateurs qui viendront parler de leur vie, de leur travail. Simplement pour finir cette émission et avant de vous remercier, est-ce que je pensais vous demander une chaîne YouTube que vous recommanderiez, une chaîne qui vous plaît, qui n'est pas forcément très connue, Guilhem? Moi c'est une chaîne qui s'appelle Analepse qui est une chaîne d'histoire qui a je crois 15 000 abonnés et qui fait vraiment du très bon boulot et c'est incroyable qu'il ait que 15 000 abonnés quoi. Enfin donc c'est injuste. C'est injuste mais ça montre un peu un truc, c'est que il y a quelques temps sur YouTube c'est un peu vanté d'avoir des contenus hyper quali sur la vulgarisation, ce qui est vrai, mais on faisait un peu leur étendard en disant regardez YouTube c'est que des gens intelligents qui parlent de trucs intelligents, et en fait on se rend compte qu'à part quelques-uns qui ont une exposition, il y a quand même, c'est pas facile pour les créateurs vulgarisation, donc c'est pour ça que il y a un mec comme celui qui fait Analepse qui a des vidéos de très bonne qualité et qui plafonne à 15 000 abonnés. Perrine? Moi j'ai envie de tricher, d'en citer deux si j'ai le droit. Oui, on va voir. La première, en fait, elle est un petit peu plus connue, surtout dans le monde de YouTube, parce qu'elle a 24 000 abonnés, c'est Léa Bordier. Je trouve ce qu'elle fait extrêmement réussi, important et chouette et original. Elle fait notamment des vidéos qui s'appellent Cher Corps, que j'invite à regarder. Ce sont des femmes qui parlent de leur rapport au corps, de maladies, de complexes, de toutes ces choses. Et il y a une autre petite vidéo que j'avais vue, alors je ne connais pas encore très bien la chaîne. C'est une femme également qui a, elle, 1800 abonnés, donc pour le coup, elle a commencé il n'y a pas longtemps. Et ça s'appelle Antithésie, j'espère que je la prononce bien. Et elle a fait une petite vidéo un peu feel good sur les youtubeuses beauté, justement, ou beauté lifestyle. Et justement, la manière dont elles sont considérées, un petit peu. Pour rebondir sur cette émission, je trouve ça pas mal. Et moi, je vais très rapidement conseiller quelqu'un qui s'appelle Northern Rufio. Je prononce mal son nom, mais il fait une série de vidéos qui s'appelle Coma avec un K, où il parle de manga. Il parle du 4e mur, de la robotique ou de l'image du traumatisme nucléaire dans les mangas. C'est une réalisation que je trouve dingue. Et il a 25 000 abonnés à peine. Et moi qui reviens du Japon, je suis très très heureux de pouvoir regarder ces vidéos avec nostalgie. On va pouvoir terminer cette émission. Merci beaucoup, Guilhem. On peut se retrouver où? Alors sur la chaîne du club, c'est youtube.com/le club officiel, et sur Hangover Cuisine, Hangover Cuisine. Et Perrine, on peut te retrouver sur Twitter, je te laisse dire ton hâte. Ouais, c'est Perinst, ça s'écrit P-E-R-R-I-N-S-T. Merci aussi beaucoup à mon camarade David Honora, à Jules pour la technique, à Théo Boulanger pour la musique et à toute l'équipe de Binge Audio. N'hésitez pas, si ce podcast vous a plu, à le partager, à en parler à votre oncle. Je vous dis à très bientôt. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain numéro de NoTube. Merci à vous.